Soir d'info, la suite. Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, Dr Awa Bokarli, sociologue, chercheur associé à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa au Canada. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir à 8 jours des élections législatives anticipées. Qu'est-ce qui vous marque, vous énerve ou vous interroge dans cette campagne? Oui, nous avons déjà appris qu'il y a eu un accident de la caravane de Pastef et qu'un jeune, je crois nommé Modoutal, aurait perdu sa vie et qu'il y aurait des blessés. Au niveau de Touba. Voilà, autour de Touba. Donc nous présentons, je présente mes condoléances à la famille et au mouvement de Pastef et que je souhaite un bon rétablissement aux blessés. J'étais un peu étonnée parce que moi je sors de l'école de Cheikh Anta Diop. Oui. Votre maître à penser. Mon maître à penser, absolument. Alors, Cheikh Anta nous inculquait des valeurs de respect. Parce que c'était un mouvement où il y avait des personnes âgées et des jeunes. Nous étions la jeunesse du parti. Il nous disait par exemple, et il nous exhortait à respecter nos adversaires. Il nous disait, nos adversaires, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos adversaires. Nous devons les respecter et les traiter tels que nous aimerions être traités. Au début de la campagne, j'ai été un peu choquée, choquée disons, d'entendre un leader politique dire « venez avec vos armes, avec vos coupes-coupes, etc. etc. » J'en ai eu peur parce qu'au Canada, j'ai des amis rwandais, rwandaises, qui me racontent le drame qu'ils ont vécu à cause certainement de problèmes politiques. Ou comme disait le président Kagame, quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai trouvé 1 million de morts qui jonchaient. Alors je crois que la violence verbale d'abord, parce qu'elle commence toujours par le verbe, physique, doit être bannie en politique. On se doit le respect absolu. Et on en a entendu des choses qui n'auraient dû jamais être dites. Qui n'auraient dû jamais être dites, quel que soit le côté dont on se trouve. C'est-à-dire autant du côté de l'État que du côté de l'opposition. Hormis la violence, il y a également la transhumance politique. Que pensez-vous déjà du concept? Qu'est-ce que vous en pensez du phénomène? Enfin, la transhumance, moi, quand j'étais petite, moi j'ai grandi au Fouta. La transhumance, ce que j'en connais, ce sont les animaux, le bétail qui passe d'une zone à une autre pour aller chercher pour aller vers d'autres zones. Pour aller chercher la prairie verte. Voilà, pour aller chercher là où l'herbe est plus verte. Absolument. Et où il y a de l'eau. Alors, quand on voit effectivement des gens retourner carrément leur veste. Ce qui rend ce terme terriblement péjoratif quand même. Exactement. Moi, quand je l'ai entendu la première fois, j'étais choquée. J'ai dit, mais comment on peut parler d'individus, surtout de politiciens quand même, qu'on doit dire dénommés de maire honorable ou etc., de transhumants. Alors, malheureusement, c'est un phénomène qui a commencé ces dernières décennies, je crois, au Sénégal, et qui perdure. Les gens, c'est-à-dire quand certains parlent de racisme décomplexé, mais c'est la transhumance décomplexée. Aujourd'hui. Avant, quand les gens le faisaient, c'était des exceptions et les gens étaient gênés. Avant, c'est quand? Ça n'existait pas du temps, par exemple, vous êtes disciple de Cheikh Anta Diop. À cette époque, ça n'existait pas? C'était des exceptions. C'était des exceptions. Du temps de Senghor jusqu'à Abdou Diouf, c'était des exceptions. Je crois que si j'ai bien suivi l'évolution politique du Sénégal, ça a commencé surtout avec le régime de Maître Wade. Voilà. Donc, même à ce moment, les gens qui le faisaient étaient gênés, leur famille aussi. Mais maintenant, les gens ne sont plus gênés. C'est la transhumance décomplexée. C'est au vu et au su de tout le monde. Au su de tout le monde, et c'est pas... ça n'étonne plus personne. Et je pense que
C'est parce qu'il y a une évolution aussi dans la pratique politique. Oui. C'est-à-dire que la pratique politique d'hier, surtout quand on regarde des gens comme les Cheikh Anta, comme les Mamadou Dia et tout ça, les Ablaye Ly, etc. C'était l'engagement. On était dans la politique par engagement. On était prêt à y perdre sa liberté et même sa vie, n'est-ce pas, quand on parle quand on pense à Omar Blondin Diop qui a perdu sa vie, etc., etc. Mais maintenant, c'est du carriérisme. La politique est une forme de promotion sociale. En même temps, à l'ère des intercoalitions, est-ce qu'on peut intenter ce procès à un acteur politique qui fait le choix de rejoindre le camp d'en face? Ça dépend du moment où il le fait. Ça dépend du moment où il le fait. Quand par exemple les gens sont dans un parti politique, on va aux élections et que les personnes sentent que le vent va tourner et que peut-être le gagnant c'est l'adversaire, et qu'ils retournent leur veste, rejoignent ce gagnant, ça c'est de la transhumance. C'est de la transhumance politique. Exactement. Mais maintenant, dans le cadre des coalitions, je crois que c'est autre chose. La personne peut effectivement, on veut être ensemble pour lutter contre tel ou pour pouvoir accéder ou avoir le maximum de voix, le maximum d'élus. Ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas une transhumance par corrélation ou déguisée? Si on pousse l'analyse, oui. Oui, un tout petit peu. La politique, c'est aussi la convergence des intérêts. Exactement. Les politiques ne sont pas des philanthropes. Absolument pas, absolument est-ce que pas. Quitter son camp, c'est abandonner aussi ses convictions profondes? Oui, dépendamment de la manière dont on le fait. Comme par exemple, on est dans les élections présidentielles, on prépare et tout ça, et certaines personnes sentent que par exemple c'est le PDS qui va gagner ou que c'est le PASTEF qui va gagner et change change de camp. Je crois que c'est de la transhumance. Et c'est vraiment un non-respect de ces principes politiques. Maintenant, si dans le cas... Ce n'est pas une convergence des intérêts. On peut s'amuser avec la sémantique. Maintenant, quand... Convergence des intérêts. Mais ma question, c'est est-ce qu'on peut avoir une convergence d'intérêts avec un acteur politique, fût-il celui qui est dans le camp d'en face, sans renier ses propres convictions? C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a toujours une part de ces convictions qu'on laisse. Parce qu'adhérer à une formation politique, à un parti politique, à une idéologie, se dire que je suis libéral ou que je suis etc. Et le lendemain se retrouver dans l'autre camp, bon, il y a quelque chose quand même qu'on abandonne de soi. Même si on ne parle plus d'idéologie, on parle plutôt de pragmatisme politique. Voilà, de plus en plus les idéologies se perdent. Il y a de moins en moins, enfin du moins la frontière est moins tracée entre la gauche et la droite. On passe de l'un à l'autre. La frontière est ténue. Et j'insiste là-dessus parce que cela revient au rapport que l'homme ou la femme politique peut avoir avec l'éthique. C'est le thème de notre débat devant la théorie de Max Weber que vous connaissez, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Comment agir dans le contexte sénégalais? Entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction, quand on doit prendre un choix en fonction des intérêts, je reviens à ce mot, puisqu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Effectivement. Bon, c'est par exemple ce qu'on voit actuellement. On voit une coalition un peu curieuse comme Takku Wallu. Hier, Macky Sall qui se battait contre Karim et qui se mettent la main dans la main. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça paraît curieux. C'est une éthique. Peut-être que ils peuvent expliquer que oui, c'est une famille libérale qui se retrouve, etc., etc. Donc c'est l'éthique d'intérêt là. Maintenant, on veut se positionner, l'un et l'autre avec leur équipe, veut se positionner. Donc c'est ça. Et l'éthique politique, moi je pense que c'est surtout de penser aux intérêts du peuple, aux intérêts de la nation.
aux intérêts du pays. Qu'est-ce qui va être mieux pour ce pays-là? Je me rappelle je n'étais pas là, mais on a appris dans l'histoire politique de Cheikh Anta Diop. Quand, par exemple, Senghor lui a proposé de le rejoindre et lui a proposé de lui donner 5 postes ministériels, le quart, je crois, de l'Assemblée, Cheikh Anta a refusé. Il lui a dit, le problème n'est pas un problème de partage du gâteau. C'est un problème de projet de société. Dites-moi ce que vous proposez pour ce Sénégal-là. C'est à ce niveau qu'on peut négocier. Et non pas que vous me donnez 1/5 ou que vous me donnez la moitié, etc. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est le Sénégal qui m'intéresse. C'est les intérêts du peuple sénégalais, l'avenir, le développement du Sénégal qui m'intéresse. Là, c'est l'éthique des intérêts nationaux, n'est-ce pas? C'est pas des intérêts personnels. Maintenant, si quelqu'un voit que le vent tourne parce que son parti va perdre et qu'il va rejoindre l'autre, ça c'est l'intérêt personnel. C'est bon. C'est de la transhumance, c'est un peu l'opportunisme politique. L'opportunisme politique. Dans la polarisation que nous vivons, parce qu'aujourd'hui au Sénégal, il faut être pour ou contre, malheureusement, en tout cas on est sommé de choisir son camp, on vit clairement un schisme politique. Comment s'inspirer de la pensée justement de Cheikh Anta, selon vous? Comment bénéficier de cette pensée? C'est ça. Oui, justement, moi je disais aux gens, si Cheikh Anta revenait aujourd'hui, enfin pas seulement en 2024, oui, bien sûr, de tout ce qu'on a vécu depuis de 2021 à 2023, ces insultes, ces agressions, etc., ce salissage politique, nous, Cheikh Anta nous l'interdisait, et je l'ai écrit dans mon livre. Cheikh Anta l'humain derrière le savant, n'est-ce pas? Et un ami qui est en France a extrait justement avec la photo de Cheikh et me cite en disant Cheikh Anta vouait un respect particulier à la femme. Cheikh Anta s'acharnait à nous inculquer, nous les jeunes du parti, le respect, même dans l'adversité. Pour Cheikh Anta, la pratique politique de la politique doit aller de pair avec l'éthique, le respect de l'humain, l'empathie, le sens de l'honneur, n'est-ce pas? Dixit Dr Aboubakar Ly dit ça comme a dit, Cheikh Anta dans l'humain derrière le savant, livre à lire et à relire. Ça veut dire que ce que moi, si je suis jeune, ce que je n'aimerais pas entendre qu'on dise à mon père qui est politicien, ou à ma mère, ou à mon frère, je ne devrais pas le dire à l'autre. Parce que, comme disait Cheikh Anta, nos adversaires, ce ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos adversaires, et il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de nuance, il y a différence. Parce que ton ennemi, tu cherches à l'exterminer, à l'humilier, mais ton adversaire, tu veux juste avoir le dessus sur lui. Donc c'est l'argumentaire, c'est dans ton argumentaire à convaincre le peuple, par exemple, si on parle des législatives aujourd'hui, à voter pour vous, n'est-ce pas? Ou dans votre pratique politique, et non pas en insultant l'autre, n'est-ce pas? Ou surtout en l'humiliant, surtout avec l'effet des réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce qu'on retrouve la pensée de Cheikh Anta chez Pastef, par exemple? Parce qu'on sait que vous partagez le panafricanisme. Est-ce qu'on retrouve cette pensée de Cheikh Anta chez Pastef? Oui, cette pensée panafricaniste, oui. Et même on peut parler, par exemple, de quand par exemple, le Pastef instaure, enfin, l'État, dans l'État qui est dirigé par le Pastef, instaure, par exemple, un ministère de l'intégration africaine des affaires étrangères et tout ça, mais il y a un comportement que Cheikh Anta aurait banni dans le verbe qu'on entend aujourd'hui. Est-ce qu'il militerait à Pastef s'il était là, selon vous? Tel que le Pastef est? Non. Clairement? Non. Pourquoi? Parce que même s'il est militaire, il pouvait y militer.
mais il réprimanderait certaines attitudes et certains comportements. Quand j'entends par exemple M. Abbas Fall, je crois que c'est comme ça qu'il se nomme, tout à fait. Un leader politique qui cherche à devenir maire de Dakar, dire venez avec vos armes, venez avec vos coupes et tout ça, nous Charente nous interdisait la violence et nous protégeait, devenu donc tailler. Il nous retenait. Je me rappelle de ce procès qu'il y a eu quand le RND a intenté un procès contre l'État du Sénégal, dirigé par Senghor, parce qu'on refusait de nous donner le récépissé. Ce procès extraordinaire, où à 4 h du matin, le tribunal était rempli. On était comme des sardines tellement les gens étaient venus des villes, des villages, des banlieues, etc. etc. Et qu'est-ce qu'on dit? Oui, peut-être que vous avez raison, mais vous avez porté plainte trop tard. Mais nous étions en colère. Si Charente nous avait laissé ce jour-là, nous allions tout briser, à commencer par le tribunal. Oui, juste préciser que Abbas Fall a tout de même le mal est fait, ça il faut le dire, le mal est fait, mais il a par la suite regretté ses propos dans une vidéo. Mais j'espère que ce sera la dernière fois qu'il le fait. Bien sûr. Alors, heureusement, le président Diomaye Faye a encore appelé à marteler son appel à la paix, et il l'a fait au retour et là, également. Par exemple, de la part de M. Abbas Fall, c'est de l'indiscipline. Parce que si votre leader politique appelle à faire quelque chose ou interdit de faire quelque chose et que vous le faites, c'est de l'indiscipline politique. Oui. Alors, sur Cheikh Anta, ça peut paraître étonnant, mais rappelons qu'il n'a jamais participé à une élection présidentielle ni siégé à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est quand même un regret éternel? Non, parce que la raison pour laquelle il n'a pas participé aux élections présidentielles, c'est qu'il y avait des conflits très profonds. Tout à fait. Avec Babacar Niang, qui est même allé créer un parti qui s'appelle le PLP, n'est-ce pas, où il a été exclu du RND. Donc c'était extrêmement difficile de préparer dans ce contexte de conflit des élections et d'aller aux élections présidentielles. Alors, le RND a choisi qu'on irait seulement aux législatives. À condition que les élections soient libres et transparentes. Cheikh Anta allait rencontrer Abdou Diouf. Il a dit, je vais participer aux élections, mais à condition que les élections soient transparentes. Abdou Diouf lui a dit, la main posée sur le cœur, professeur, ces élections vont être transparentes. Ce fut le cas ou pas? Mais il n'y a jamais eu des vols autant durant cette période-là. On a pris le jeune frère de Madame... a eu un député et le professeur n'a pas voulu siéger. Monsieur Diop, c'était du vol. Parce que je sais qu'il y a le jeune frère de Madame Armdien qui a voté, on l'a pris la main dans le sac. Il avait voté 17 fois. Moi, personnellement, j'ai pris un homme Paul qui votait avec un papier de femme, je vous jure. Pardon. Alors, pardon. C'était quand même grave. Alors, si on est allé jusqu'à ce niveau, manifestement, c'est quelque chose qui reste encore en vous. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Bon, manifestement, c'est... On a eu ce seul siège. Mais comme les élections n'a pas voulu siéger. Comme les élections n'étaient pas transparentes, le professeur a dit non, je ne vais pas occuper ce poste. Il n'avait pas boudé? Il a dit non, le principe que j'avais établi n'ont pas été respectés, je ne vais pas le prendre. Très bien. Et ce qui est curieux, c'est que quelqu'un qui était exclu du RND, qui avait créé un parti, du nom de Babacar Niang, aille siéger sur aille s'asseoir sur ce siège-là, avec la complicité de l'État. C'était curieux. Alors, pour parler de cette élection, de ces élections législatives, donc du 17 novembre, quelle serait selon vous la meilleure composition au Parlement dans le but de consolider les acquis démocratiques? Je vois que quand même si on a parlé qu'au début il y avait
Il y avait des violences. Bon, les choses se sont calmées. Commencent à se calmer et nous espérons que ça continuera comme ça. Et je crois que c'est M. Ousmane Sonko qui disait que c'est pas bon de donner à l'opposition la majorité parlementaire. La majorité parlementaire et en fait, c'est le contraire. Pour lui, qu'une opposition gagne une élection législative, ce n'est pas très grave parce que c'est ça, en réalité, la démocratie. Il l'avait dit avant, bien sûr, les élections. Voilà, c'est-à-dire détenir les deux pouvoirs. Oui, exactement. Et ce qui est souhaitable, je pense, c'est qu'il y ait un équilibre à l'Assemblée. Oui, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on est un peu de toutes les formations. Oui. Et que ce soit comment on appelle ça une cohabitation. Une cohabitation. Oui. Ah, c'est ce que vous souhaitez. Notre démocratie est assez mature pour une cohabitation. Mais oui. Vraiment. Je crois que oui. Les compromis nécessaires nécessaires seront faits. Je pense que nos politiciens sont assez mûrs. Le peuple aussi est assez mûr pour ces élections-là. Et l'objectif, c'est que le pouvoir arrête le pouvoir. Mais en même temps, le nouveau pouvoir veut quand même dérouler son programme. Et je pense il lui faut l'arme législative. J'espère que l'opposition sera assez responsable pour ne pas tout bloquer. Parce que bloquer tout à l'Assemblée, c'est bloquer le Sénégal. Absolument. Et j'espère que d'après ce qu'on entend de leur discours et tout ça, c'est pas ça qu'ils souhaitent. Ce qu'ils souhaitent, ils disent que c'est que ça marche. Oui. Bon. C'est pour qu'il y ait le contre-pouvoir. Si l'État a la majorité aussi, j'espère qu'il va respecter aussi l'opposition, même si elle est minoritaire, et que ça marche aussi. Et on a connu l'épisode de la suspension du CESE et du HCCT. Hein. C'était assez houleux. Est-ce que demain, s'il y a cohabitation, on ne risque pas d'assister au même scénario? C'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable pour le Sénégal. C'est que nos politiciens soient matures. Ce qui est souhaitable, c'est qu'on oublie leurs petits intérêts, leurs égos, et qu'ils pensent à la nation. Très bien. Le Sénégal est en tournant. Surtout la perspective d'avoir du gaz et du pétrole. Ça nous prend d'être en paix. Parce que quelquefois on dit c'est la malédiction du pétrole. Il n'y a pas de malédiction du pétrole, M. Diop. Ce qu'il y a, c'est que comme disait le général Dallaire canadien qui gérait le truc du Rwanda, la main du diable s'y pose. Et ça vient toujours quand on met les gens en conflit, ils se battent, les Tidjanes se battent contre les Mourides, le Sud se bat contre le Nord, etc. Et eux, ils profitent pour venir prendre les choses. Donc il faut vraiment une maturité. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Le problème du Zaïre est là. Le Zaïre, s'il n'y avait rien dans les autres pays de l'Afrique, le Zaïre à lui seul pouvait faire vivre le reste de l'Afrique. Ce n'est pas le cas à cause des conflits. Même la Guinée, qui est extrêmement riche, pouvait nourrir l'Afrique de l'Ouest. Mais du fait de son histoire, etc. Alors, sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de développement. On verra bien le 17 novembre, les Sénégalais vont élire donc leurs représentants au Parlement. J'aimerais que l'on parle de la défaite de Kamala Harris ou la victoire de Donald Trump. Vous êtes féministe. Comme Hillary Clinton, Kamala Harris n'a pas brisé le plafond de verre. Pourquoi, selon vous? Parce que la question du genre a été au cœur des débats. Absolument. Je crois qu'il y a une bataille du genre, en fait. Kamala représentait les femmes, défendait les conditions des femmes. Et il n'était pas question, les masculinistes se sont opposés à elle avec le double problème de elle est femme, elle est afro-descendante. Tout à fait. Il y a eu ce jeu-là qui s'est joué. Mais il faut dire à sa décharge aussi qu'elle a commencé la campagne trop tard. Oui, elle a récupéré une campagne déjà mal en point. Voilà, mal en point. Biden s'est accroché, vraiment s'est poussé par la porte que finalement il a cédé. Mais elle a fait une belle campagne. Et j'espère que la prochaine fois sera la bonne. Mais ce n'était pas suffisant. Mais ce n'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle n'a pas été élue.
Il y a un peu de ça. C'est vrai? Il y a un peu de ça, mais je pense que elle n'avait pas eu assez de temps, assez de préparation. Oui. Et parce que c'est une femme brillante, elle a fait malgré le temps qu'il y a, parce qu'elle a su quand même attirer reconstituer la base du Parti démocratique, les grands leaders sont sortis, les Obama sont sortis, les Bill Clinton, etc., etc. Mais pour qu'elle fasse, elle n'avait pas assez de temps pour faire le travail en profondeur. Absolument. Et bon, il y a eu quand même aussi des choses qu'elle n'a pas très bien maîtrisées. L'économie, le problème de l'apportement, jusqu'à quel point il fallait défendre ça, etc. Ou comment défendre ça, quelle était la stratégie et tout ça. Tout ça, elle était, disons, un peu novice quand même, ou c'est dans la préparation. Et bon, Trump a gagné, on le félicite. Mais son pouvoir, compte tenu de ce qui s'est passé, soulève des inquiétudes. Des inquiétudes. Et les féministes sont amères, très amères. On parle maintenant de féminisme radical. Pourquoi radical? Bon, dans tous les mouvements, il y a des radicaux, même dans la religion. On dit aujourd'hui il y a l'islam radical, il y a le fondamentalisme radical, etc., etc. Bon, il y en a qui sont radicaux. Mais c'est jamais bon, la radicalité. Non, c'est jamais bon, c'est jamais bon, c'est jamais bon. Il faut toujours être pondéré, modéré, être pratico-pratique et voir les choses. Moi, je parle par exemple dans mon livre de la reine de Saba à Michelle Obama, africaine héroïne d'hier et d'aujourd'hui, à la lumière de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, de féminisme à l'africaine. Nous, on ne crée pas une guerre des sexes, comme on dit. Les sexes n'ont pas à faire la guerre, ils ont à faire l'amour. Absolument. Ah bah oui, pour le coup. Merci beaucoup. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir, Dr Awa Bocar Ly, sociologue et chercheur associé à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa au Canada. C'est très difficile de recevoir des femmes. Je profite de votre présence pour le dire. Avec Chérif Dia, nous avons beaucoup de difficultés pour inviter des femmes. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas de notre faute. Souvent, vous n'êtes pas très disponible. Je le constatais avec ma soeur Fatou Sarr. Tout à fait. On essaie de pousser les femmes à y aller. Absolument. Mais bon, elles ont vous êtes les bienvenus. Des points objectifs. Voilà, les femmes, venez, vous êtes les bienvenus. Alors il faut venir, il ne faut pas laisser toute la place aux hommes. Merci bien, M. Diop. Merci beaucoup. Et je salue toutes les femmes. Surtout celles qui sont candidates, je leur souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et que j'espère qu'il y aura la parité à l'Assemblée nationale. C'est forcé. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, restez avec nous et chères téléspectatrices, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.